Depuis les années 2010, les K-dramas sont devenus un véritable phénomène dans le monde. Ces séries coréennes ont conquis le cœur de nombreux spectateurs et se sont multipliées à vitesse grand V sur les plateformes de streaming internationales comme le géant Netflix. Pour autant, si l'on peut avoir l'impression que la Corée du Sud surfe habilement sur la vague du succès grâce à ses productions audiovisuelles, nous allons voir que l'envers du décor n'est pas si rose et que le secteur fait face à une véritable crise qui pourrait bien causer la fin prématurée des K-dramas. Si l'Occident a principalement découvert les K-dramas dans les années 2010, ceux-ci existent pourtant depuis très longtemps. En effet, les K-dramas sont nés dans les années 60 grâce à 3 chaînes historiques en Corée, KBS, TBC et MBC. À cette époque, les 3 chaînes vont commencer à investir massivement dans la production de séries quotidiennes. Alors qu'au départ, les K-dramas étaient des mini-séries allant de 2 à 4 épisodes de 30 à 60 minutes chacun, ceux-ci deviennent de plus en plus longs dans les années 70, en s'étirant parfois sur des centaines d'épisodes. Aujourd'hui, il semblerait qu'on ait atteint un juste milieu avec des séries courtes de généralement 16 à 20 épisodes d'1 heure environ. Mais si les K-dramas sont rapidement un succès en Corée du Sud, il faudra cependant attendre la fin des années 90 pour que les premières séries coréennes soient exportées à l'étranger. Au départ, ils vont commencer à être diffusés en Chine, à Taïwan et au Vietnam. Entre 2000 et 2005, la popularité des K-dramas atteint le Japon et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et enfin, depuis l'arrivée massive de dramas sur des plateformes de streaming internationales comme Netflix au milieu des années 2010, les K-dramas deviennent mondialement connus et se démocratisent. L'arrivée de la plateforme américaine Netflix dans l'écosystème audiovisuel coréen a vraiment mis un coup de projecteur sur les K-dramas dans le monde entier. En 2023, le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que 60% des téléspectateurs de sa plateforme avaient visionné au moins un programme sud-coréen, soit plus d'une personne sur 2. Il faut dire que depuis 2016, le catalogue de séries coréennes proposées par Netflix ne cesse d'augmenter. Si la plateforme propose des classiques tels que Boys Over Flowers datant de 2009 et initialement diffusé sur la chaîne coréenne KBS2, elle commence également à produire depuis 2017 ses propres contenus originaux coréens. Ces derniers sont destinés à être distribués en exclusivité sur la plateforme de streaming et nulle part ailleurs. Et en 2021, c'est le jackpot pour la plateforme grâce à sa série coréenne exclusive Squid Game. La série permet à Netflix d'établir un nouveau record de visionnage à 1,65 milliard d'heures de vues en 28 jours, de remporter 6 Emmy Awards et aurait augmenté la valeur de l'entreprise de 900 millions de dollars. En 2024, Squid Game est toujours la série non anglaise la plus visionnée de la plateforme avec 2 milliards d'heures de visionnage. À vrai dire, même dans la catégorie des séries anglaises, aucune n'a pour l'instant battu ce record. Squid Game est donc une réussite sans précédent pour un K-drama, d'autant qu'un épisode de la série coûterait 2,4 millions de dollars à Netflix, ce qui est bien inférieur à d'autres séries de la plateforme comme Stranger Things, qui dès sa première saison coûtait déjà 6 millions de dollars par épisode. Investir dans les K-dramas semble donc être une bonne affaire pour le géant américain. S'il n'est pas la seule plateforme à le faire, il reste celui qui investit le plus massivement. En 2023, Netflix a annoncé un investissement de 2,5 milliards de dollars dans la production de séries TV, de films et d'autres programmes sud-coréens pour les 4 prochaines années. Et du côté de la Corée du Sud, cet investissement peut représenter une vraie opportunité pour certains, comme pour Wang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, lorsque Netflix a accepté en 2019 son scénario d'un thriller dystopique, refusé jusqu'alors par les distributeurs locaux depuis 10 ans. Mais pour d'autres, nous allons voir que Netflix n'est pas vu d'un si bon œil. Malheureusement, l'augmentation des dramas produits par des plateformes de streaming mondiales comme Netflix crée un vrai problème pour les diffuseurs de dramas domestiques. Les 3 principales chaînes de télévision publiques, KBS, MBC et SBS, ont du mal ces derniers temps à dégager des profits significatifs avec leurs dramas. La plupart de leurs séries font de mauvaises performances, que ce soit en termes d'audience ou encore de tendance, et même observation du côté des 2 principales chaînes de télévision câblées, TVN et JTBC,
JTBC. À tel point que certaines chaînes ont décidé de suspendre temporairement la diffusion de leurs K-dramas pendant certaines tranches horaires et que beaucoup de séries auraient été annulées alors qu'elles étaient encore en phase de production. D'après le média coréen Herald Economy, même les mini-séries produites par les 3 principales chaînes de télévision feraient des déficits de plusieurs centaines de millions, voire milliards de won. Il faut dire que les prix de production ont considérablement augmenté, passant de 700 millions de won pour un épisode il y a encore quelques années à 1 milliard voire 1,5 milliard de won par épisode. Et encore une fois, même problème du côté des chaînes du câble, TVN et JTBC. Même lorsque tous les emplacements publicitaires de la case de diffusion d'un drama sont vendus, ils se retrouvent encore en déficit. Alors à la place, certaines chaînes préféreraient produire des émissions de variété qui coûtent moins cher et peuvent tout de même s'exporter à l'étranger. Aussi, cette diminution des K-dramas produits par les chaînes de télévision locales a pour conséquence une diminution des emplois. Plusieurs acteurs se sont exprimés sur leurs difficultés à trouver du travail ces derniers temps. Par exemple, l'actrice Oh Yoona a déclaré sur sa chaîne YouTube en février 2024 « Je cherche du travail en espérant trouver un bon projet, mais dernièrement j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Le nombre de dramas a diminué de moitié et même ceux qui sont produits ont du mal à être diffusés. » Même son de cloche avec l'actrice Anne Yesel qui a affirmé sur sa chaîne YouTube « Je veux vraiment faire quelque chose mais il n'y a vraiment rien. » D'après les rumeurs, elle devait jouer dans le K-drama The Queen Lives in Seoul, mais ce dernier a été annulé alors même que les scripts des 4 premiers épisodes étaient prêts, car il n'a pas reçu le financement nécessaire et qu'aucune chaîne n'était confirmée pour sa diffusion. Enfin, dernier exemple avec l'acteur Lee Jang-woo qui a tout simplement résumé sur sa chaîne YouTube. La production des K-dramas est en pagaille en ce moment. C'est difficile, les cinéastes sont sans travail. Où est passé tout le capital de notre ère dorée? C'est vraiment triste. J'étais autrefois le fils des week-ends de MBC et de KBS, mais maintenant, même les week-ends n'attirent plus les téléspectateurs. Mais s'il y a moins de rôles disponibles sur le marché qu'auparavant, ceux qui obtiennent les premiers rôles seraient en revanche mieux payés. Et peut-être même trop. En effet, les acteurs demandent des cachets beaucoup plus élevés aux diffuseurs domestiques pour s'aligner au prix qu'on leur propose pour des projets diffusés sur des plateformes de streaming mondiales, ce qui a pour conséquence d'augmenter considérablement les coûts de production pour les diffuseurs domestiques. Un représentant d'une société de production a partagé. Pour de récents castings, les acteurs demandent des cachets de 400 millions de won, soit 270 000 euros, 650 millions de won, soit 450 000 euros, et 700 millions de won, soit 485 000 euros par épisode. Sauf que les budgets pour les diffuseurs domestiques ne sont pas les mêmes que pour les productions Netflix. Pour les premiers, on tourne autour des 700 000 euros par épisode, alors que pour le géant américain, on est davantage sur du 2 millions d'euros par épisode. Un autre responsable d'une société de production a effectivement déclaré « Lors du casting, il existe une différence significative dans les budgets de production entre nous et les plateformes mondiales de streaming comme Netflix. Pourtant, il semble que les mêmes normes nous soient appliquées, nous laissant dans une position difficile pour déterminer le niveau approprié des cachets des acteurs. » Le représentant d'une société de diffusion a également affirmé « Des problèmes surviennent fréquemment lors des négociations, notamment concernant les cachets des acteurs, qui ont connu une augmentation rapide. Les acteurs principaux exigent désormais des cachets exorbitants et avec des timings réduits, les sociétés de production se retrouvent obligées de payer des centaines de millions de won par épisode pour recruter des acteurs. À son tour, cela enclenche un cercle vicieux, augmentant encore davantage les coûts de production. Il faut dire que l'écart entre les sommes reçues par un acteur pour une production Netflix et celle d'une production domestique est pour le moins conséquent. Un responsable d'une société de production a affirmé « Lors des négociations sur les cachets, il existe une différence significative entre les tarifs de diffusion et les tarifs des plateformes de streaming mondiales. Par exemple, un acteur recevant 4 millions de won, soit 2700 euros pour une diffusion, pourrait recevoir 15 millions de won, soit 10 400 euros pour la même chose sur Netflix. Les tarifs ont tendance à doubler lors du passage à Netflix et ne diminuent pas par la suite. Dans le milieu, il se murmure même que certains acteurs stars présélectionneraient les projets qu'on leur propose en fonction des plateformes de diffusion. Le diffuseur de chaque drama serait donc devenu un vrai critère de sélection pour les acteurs qui pour certains privilégieraient une plateforme mondiale comme Netflix au détriment des petits diffuseurs domestiques afin d'être mieux rémunérés.
Pire encore, certains iraient même jusqu'à mettre leur nez un peu partout dans la production, ce qui semblerait ne pas beaucoup plaire à la production. Il a été déclaré à ce propos, certains acteurs stars changent fréquemment de scénario ou modifient le script pendant le tournage et vont même jusqu'à remplacer les réalisateurs parfois. Dans de tels scénarios, cela devient décourageant pour les sociétés de production, ce qui soulève des questions sur leur rôle dans le processus. Des solutions urgentes sont nécessaires. Tout ceci a donc pour conséquence, vous l'aurez compris, une augmentation des coûts de production pour les dramas domestiques qui entraînerait à son tour plusieurs conséquences, comme par exemple une diminution de la quantité de dramas domestiques produits chaque année et donc une diminution des emplois ou encore une réduction des salaires pour les personnes qui travaillent dans l'ombre. Pour tenter de régler ce problème, l'association coréenne des sociétés de production de dramas s'est réunie le 16 janvier 2024 dans ses bureaux à Séoul. Une solution évoquée serait par exemple d'imiter le modèle de la Chine en créant des sortes de plafonds. En effet, selon un représentant, en Chine, les cachets d'un acteur ne peuvent pas dépasser 40% du coût total de production et les cachets des acteurs principaux ne peuvent pas dépasser 70%. La Corée du Sud a besoin de toute urgence de lignes directrices similaires pour un écosystème sain. Pour autant, une telle solution n'est pas si simple à mettre en place, principalement du fait que Netflix n'est pas un employeur direct en Corée du Sud puisqu'il sous-traite ses productions à des sociétés locales. Le géant américain n'est donc légalement pas tenu de répondre aux demandes des syndicats coréens, et il semblerait qu'il ne soit pas prêt non plus à coopérer de son plein gré, ce qui a pour conséquence de faire monter la colère du côté des syndicats, notamment du syndicat des acteurs. En 2023, le Los Angeles Times a révélé que son président, Song Chang-gon, reprochait par exemple aux diffuseurs de ne pas payer de redevances aux talents sud-coréens et donc de ne pas partager ses profits. Il faut dire que par exemple, du côté des auteurs, traditionnellement, l'association des auteurs de télévision et de radio de Corée collecte les paiements pour les rediffusions et les accords de licence à l'étranger et les redistribue ensuite auprès des auteurs. Le président du syndicat des acteurs a ainsi déclaré: le problème, c'est que les budgets des grosses productions de Netflix ne sont pas redistribués équitablement. La plupart de cet argent va aux acteurs stars ou aux scénaristes. Pour la majorité des acteurs secondaires, les salaires stagnent ou diminuent. Il dénonce également le problème de la propriété intellectuelle, droit auquel les créateurs doivent systématiquement renoncer s'ils souhaitent que leur projet soit accepté par Netflix. Les créateurs de séries pour la plateforme américaine ne sont donc que très faiblement récompensés en comparaison du succès qu'ils rapportent parfois aux géants. Par exemple, le créateur de Squid Game a déclaré que sa série lui avait permis de se faire juste assez d'argent pour pouvoir mettre de la nourriture sur sa table, alors même qu'elle a permis, nous l'avons vu, à Netflix d'augmenter sa valeur d'environ 900 millions de dollars d'après des estimations. D'autres points sont aussi dénoncés par le président du syndicat des acteurs coréens, notamment concernant la dégradation des conditions de travail, avec des semaines de travail de 52 heures, des heures supplémentaires non rémunérées ou encore des sous-effectifs chroniques. Plusieurs personnes du milieu, restées anonymes, ont également dénoncé ces conditions de travail, d'après le Los Angeles Times. Une productrice indépendante en milieu de carrière travaillant sur une série originale Netflix a déclaré: je gagnais environ 3400 $ par mois à l'époque. Je dirais que je travaillais quelque part entre 90 et 100 heures par semaine. En fait, certaines tâches n'étaient pas comptabilisées dans ces heures de travail pour la simple et bonne raison que de nombreuses sociétés de production contournent la loi en établissant leurs propres règles sur ce qui compte vraiment comme temps de travail. Une pratique courante, par exemple, est de ne comptabiliser que le temps où la caméra tourne. Dans le cas de cette productrice, les jours de préparation où les équipes de tournage étaient en congé mais où les producteurs devaient se rendre au bureau étaient exclus du décompte alors qu'ils représentaient des centaines d'heures. Autre exemple avec le cas d'une technicienne lumière qui a travaillé sur une série originale Netflix. Cette dernière a été appelée avec son équipe pour des tâches de préparation et de montage pendant 2 jours supplémentaires qui n'ont jamais été payés. De même, l'heure passée à ranger le matériel après chaque tournage n'était pas non plus rémunérée. Le problème, c'est que du côté de la loi, la plupart des travailleurs étant des indépendants sous contrat de freelance, ils ne bénéficient pas des mêmes protections en droit du travail que les contrats de travail standards. Et les entreprises ne sont pas obligées de négocier avec les syndicats composés de travailleurs indépendants. Les travailleurs se retrouvent donc livrés à eux-mêmes. Afin de trouver des solutions à tous ces problèmes qui, ceci dit, ne sont pas toujours propres
qu'à Netflix, le syndicat des acteurs a donc souhaité échanger avec le géant américain en 2023, mais ce dernier aurait refusé le dialogue. Alors qu'à l'inverse, même les plateformes de streaming nationales comme Tving et Wave, qui ne se portent pourtant pas très bien, nous le verrons, ont rencontré les associations du milieu pour discuter de ces différentes problématiques. Ceci dit, en guise de défense, Netflix a déclaré à The Times « Nous rémunérons équitablement et offrons des tarifs hautement compétitifs à nos créateurs de contenu coréens et établissons des normes claires pour nos partenaires de production coréens qui produisent toutes nos émissions et films. Ces normes respectent ou dépassent la législation coréenne. Aussi, pour le géant, la responsabilité du traitement équitable des équipes revient aux partenaires locaux à qui le diffuseur externalise l'ensemble de sa production. La société américaine a également affirmé « Nos investissements ont créé des emplois pour des milliers de personnes localement et nos programmes de formation contribuent au développement de la prochaine génération de talents coréens, aussi bien derrière que devant la caméra. Il est important pour nous de rester compétitifs et de promouvoir un écosystème sain. Et en cas de succès d'une émission, nous nous assurons que les créateurs soient rémunérés de manière appropriée pour la saison suivante. » Ce serait notamment le cas du créateur de Squid Game qui a déclaré qu'il avait fait une bonne affaire avec Netflix pour la deuxième saison de sa série et que la plateforme explorait des solutions alternatives pour la question des redevances et des droits d'auteur. Pour autant, en février 2023, il a apporté son soutien au projet de loi qui rendrait légalement obligatoire les paiements de redevances aux créateurs. Dans une vidéo enregistrée et envoyée à l'Assemblée nationale, il déclare « Je vous demande de regarder au-delà du court terme et de considérer cela comme une étape vers le développement de l'ensemble de l'écosystème. Pour qu'il y ait le prochain Squid Game ou le prochain Parasite, il faut garantir les moyens de subsistance des créateurs. » On peut donc voir que la crise est véritable en Corée du Sud à plusieurs niveaux, que ce soit pour les diffuseurs domestiques qui n'arrivent plus à faire face aux coûts de production, pour les acteurs qui ne trouvent plus de travail ou encore pour tout le personnel qui travaille dans l'ombre sans une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Et de l'autre côté, les géants du streaming semblent s'en mettre plein les poches. Mais l'herbe est-elle vraiment si verte du côté des plateformes de visionnage en ligne ? D'après les rumeurs, tout ne serait pas tout rose non plus pour les plateformes de streaming. En effet, sur Netflix, alors que les budgets pour les séries coréennes semblent avoir augmenté en quelques années suite au gros succès de certaines productions comme Squid Game, les séries les plus récentes peinent à se hisser dans le top 10 des séries non anglaises de la plateforme, tout pays confondu, et à y rester. Par exemple, Squid Game, sorti en 2021, aurait coûté 30 milliards de won, soit 20 millions d'euros, et est resté dans le top 10 de la plateforme pendant 16 semaines consécutives, dont 9 semaines à la première place. D'un autre côté, le drama La créature de Kyung-song, sorti en 2023, aurait coûté 70 milliards de won, soit près de 48 millions d'euros, mais ne se serait hissé qu'à la 3e place du top 10 des séries TV non anglaises, ce qui, au vu des coûts de production du drama, est considéré comme décevant par certains. D'autres séries comme Duna ou la saison 2 de Sweet Home ont échoué à rester dans le top 10 plus de 2 ou 3 semaines, malgré des coûts de production à plus de 20 milliards de won, soit 13 millions d'euros. D'après les experts, les K-dramas peinent à se hisser à la tête du top 10 de Netflix dans leur catégorie pour plusieurs raisons. Premièrement, les séries coréennes utilisent trop d'effets spéciaux pour essayer d'attirer les spectateurs, d'après Kim Han-sik, critique dans la pop culture. Il a ainsi déclaré « Surfant sur le succès des séries d'horreur avec des monstres et des séries de genre fantastique, les producteurs coréens cherchent à attirer l'attention des spectateurs avec des effets spéciaux plutôt que par leurs compétences narratives. En se concentrant sur des productions à gros budget visant à mettre en avant les effets spéciaux et en s'efforçant de rendre le contenu plus attractif grâce à de tels efforts, on observe une diminution de l'influence mondiale et de la popularité du contenu coréen. Deuxièmement, depuis la fin de la pandémie du Covid, les gens sont moins présents sur les plateformes de streaming et l'on observe une diminution des heures de visionnage. Kim Han-sik déclare « Ce phénomène amène à se demander si une série comme Squid Game aurait reçu la même réponse explosive si elle avait été diffusée vers la fin de l'année 2024.
Troisièmement, les Coréens placeraient la barre trop haute lorsqu'ils jugent si oui ou non un drama a été un succès, et ce du fait des énormes succès planétaires qu'ont été Squid Game ou The Glory. Kim Han-sik explique: la Corée du Sud fixe le niveau de réussite sur Netflix trop haut. À l'échelle mondiale, la notoriété du contenu coréen est encore significativement inférieure à celle du contenu produit en anglais. Simplement figurer dans le top 10 de la catégorie des contenus non anglophones devrait être considéré comme remarquable. Du côté de Disney+, une rumeur affirme en 2023 que l'équipe de contenu coréen de Disney Korea aurait été dissoute et qu'aucun contenu original ne serait plus produit après 2023. En effet, tous les employés auraient été licenciés suite à des mesures de réduction de main-d'œuvre mondiale mises en place par Walt Disney et au manque de succès de Disney+ sur le marché coréen. En mai 2023, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Disney+ en Corée du Sud s'élevait à seulement 1 700 000 personnes, bien loin derrière certaines plateformes nationales comme Tving avec 5,15 millions d'utilisateurs, Coupang Play avec 4,31 millions d'utilisateurs et Wave avec 3,92 millions d'utilisateurs sur la même période. Il faut dire que tout comme Netflix, Disney a investi des sommes considérables pour créer des contenus coréens originaux. Le K-drama Casino aurait par exemple coûté 20 milliards de won, soit 13 millions d'euros, et le K-drama Moving 50 milliards de won, soit 34 millions d'euros. Cependant, les résultats obtenus par ces dramas n'auraient pas été jugés satisfaisants d'après les rumeurs. Pour autant, un an plus tard, on peut constater que Disney+ continue d'annoncer de nouveaux contenus originaux coréens, comme par exemple le thriller à suspense Blood Free, la série policière Gangnam B-Side ou encore le jeu de télé-réalité The Zone Survival Mission. Lors de l'annonce de sortie de ces différentes séries en 2024, Carol Choi, vice-présidente exécutive de la stratégie de contenu original chez The Walt Disney Company, a d'ailleurs qualifié de succès les productions asiatiques de l'année précédente. Il faut dire qu'en septembre 2023, le nombre d'abonnés à Disney+ en Corée du Sud a augmenté de 1,25 million avec la sortie du K-drama Moving, propulsant le service de streaming en tête du classement des applications ayant enregistré une forte hausse d'utilisateurs le même mois. Il semble donc que les rumeurs au sujet de Disney Korea étaient fausses, à moins qu'une toute nouvelle équipe n'ait été recrutée après le départ de l'ancienne. Quoi qu'il en soit, du contenu original continue actuellement d'être produit en Corée du Sud, donc le tableau n'est pas si noir pour la plateforme de Mickey. Cependant, du côté des plateformes de streaming nationales, deux des principales plateformes, Tving et Wave, ont enregistré des pertes d'exploitation ces dernières années. La première, Tving, a enregistré 76 milliards de won de pertes d'exploitation en 2021 et environ 119,2 milliards en 2022. La seconde, Wave, a subi une perte de 55,8 milliards de won en 2021 et de 121,3 milliards de won en 2022. Le PDG de Wave, Lee Tae-yeon, a déclaré lors d'une conférence de presse de l'entreprise en avril 2023 : « Nous sommes à un moment où nous devons réévaluer nos investissements de manière stratégique. Nous avons besoin de revoir et de sélectionner minutieusement notre contenu futur pour travailler de manière plus rentable. » Si la crise de la production de K-drama ne semble donc pas véritable pour les grosses plateformes de streaming mondiales comme Netflix ou Disney+, elle semble en revanche bien avérée pour les plateformes de visionnage nationales qui doivent plus que jamais revoir leur stratégie si elles souhaitent survivre dans ce marché en constante évolution. Ainsi, on peut voir que pour l'instant, c'est essentiellement l'écosystème audiovisuel coréen qui est en crise suite à l'apparition des géants américains du streaming qui viennent bouleverser des habitudes de production datant de plusieurs décennies. C'est donc essentiellement l'avenir des K-dramas à la télévision et sur les plateformes de visionnage coréennes qui est en danger pour l'instant, car le nombre de productions diminue, là où au contraire, elles augmentent sur les plateformes internationales. Ainsi, si rien ne change, il ne serait pas surprenant de voir la production de K-dramas s'éteindre complètement du côté des chaînes de télévision nationales coréennes et au contraire continuer de se multiplier sur les plateformes internationales. Que les fans de K-drama se rassurent donc, les séries coréennes devraient avoir encore de beaux jours devant elles, simplement plus au même endroit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.